On va donc ouvrir cet après-midi avec une table ronde sur l'hôpital. Puis nous aurons une dernière table ronde thématique sur l'urbanisme et l'environnement, avant de parler de médiation institutionnelle. Donc je vais passer la parole pour l'animation de cette table ronde à Philippe Gazagne, tout de suite. Merci. Donc la table ronde, nous continuons les tables rondes thématiques et nous allons parler un peu d'un sujet qui est très très important pour nous au niveau des tribunaux administratifs, celui de la responsabilité des centres hospitaliers. C'est un volume en développement. Quand j'ai démarré ma carrière, il y avait vraiment assez peu de dossiers contentieux en matière de responsabilité hospitalière. Et au fil des ans, j'ai vu que le sujet prenait de plus en plus d'importance en termes quantitatifs notamment. Systématiquement, nous avons une expertise, notamment pour déterminer s'il y a eu faute ou pas, puisque c'est bien entendu un cas de responsabilité pour faute. Mais à partir du moment où soit le centre hospitalier, soit l'expertise admet le problème de la faute, à ce moment-là, je pense qu'il existe un champ tout à fait considérable pour celui de la médiation, notamment celui de la réparation. Donc à mes côtés, j'ai Maître Lantéro, qui est venu spécialement de Clermont-Ferrand, cela ne vous aura pas échappé, et qui est une avocate spécialiste de droit hospitalier. Et puis Charline Nicolas, qui est directrice des affaires juridiques de la PHP, que je ne présente plus. Et c'est à elle que je vais m'adresser en premier pour savoir. Alors on a démarré un peu sur l'élément quantitatif qui est tout à fait considérable sur votre institution. Et puis vous allez évidemment nous dire comment la médiation en matière de responsabilité hospitalière s'insère dans le chantier vaste de la direction des affaires juridiques. Je vous passe la parole tout de suite. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'inviter à ce colloque aujourd'hui sur la médiation. Il m'a été demandé donc aujourd'hui d'intervenir sur la médiation en matière de responsabilité hospitalière au sens large. La médiation qui intervient en cas de dysfonctionnement allégué de la prise en charge médicale des patients. À distinguer bien entendu de la médiation non médicale qui existe aussi au sein de la PHP et la médiation que vous avez évoquée ce matin, la médiation au sein de la fonction publique ou entre personnel soignant et non soignant. Alors, avant d'en venir à des propos opérationnels, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de faire ou de privilégier aujourd'hui, permettez-moi néanmoins quelques propos liminaires, quelques remarques liminaires qui, bien que théoriques, je crois, nourrissent aussi la pratique et la façon dont nous envisageons la médiation à l'hôpital. D'une part, en préparant ce colloque, il m'est apparu que la médiation à l'hôpital vis-à-vis des usagers est ancienne. Bien plus ancienne finalement que les dispositifs, on en est à de l'expérimentation dans la fonction publique, dans certaines fonctions publiques. Elle est ancienne car elle a pris son essor, je crois, parallèlement à celui des droits des patients à l'hôpital, et notamment la loi du 4 mars 2002. Et on en revient finalement au caractère assez particulier de la relation entre le patient, l'usager du service public de l'hôpital, et le médecin, qui est une relation qu'on décrit comme asymétrique dès lors que le médecin a une expertise, une compétence en général non ou peu partagée par le patient dont il a la charge. Et finalement, dans cette montée en puissance des droits des patients, la médiation est apparue comme un des outils de rééquilibrage de cette relation patient-soignant au profit du patient. Ça a un certain nombre de conséquences pratiques et opérationnelles dont je parlerai tout à l'heure. Et il n'est pas neutre que les textes prévoient la présence des médiateurs au sein des commissions des usagers et leurs ancêtres.
Il n'est pas neutre non plus que les premiers textes sur la médiation à l'hôpital datent de 81, un décret de 81, qui prévoyait des conciliations, des conciliateurs vis-à-vis des patients, qui étaient des magistrats judiciaires. Décret qui n'a jamais été vraiment appliqué, qui a été annulé en 89 par le Conseil d'État. Et il est, à mon avis, tout à fait intéressant et illustratif de voir qu'à la PHP, la médiation et la conciliation a trouvé sa première expérimentation à la fin des années 80, début des années 90, avec des médecins médiateurs et non pas des magistrats judiciaires qui avaient été envisagés initialement par le pouvoir réglementaire. Et donc dans ce paysage, seconde remarque liminaire qui découle de la première, je crois, et c'est tout à fait à mon avis illustratif, je crois que le médiateur vis-à-vis des patients est avant tout un médecin. Et dans ce petit guide que j'ai retrouvé dans les archives de la paix, la médiation médicale à l'hôpital, un autre regard qui date de 2008, les médecins médiateurs se disent à être avant tout des médecins médiateurs plutôt qu'un médiateur médecin. Voilà. On pourra penser que tout ça est très symbolique, mais je crois que c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en médiation médicale, il va y avoir besoin, lorsqu'elle intervient, cette médiation, c'est parce que par définition, la relation de confiance entre le soignant et le patient est brisée. Il va donc y avoir besoin dans cette médiation d'un regard d'expert, de compétences vis-à-vis du patient, car une expertise médicale extérieure est là pour conduire le patient petit à petit à comprendre et à avoir une juste compréhension des dysfonctionnements éventuels de sa prise en charge, mais également par rapport à l'équipe médicale. Car la médiation à l'hôpital est aussi un retour d'expérience vis-à-vis de l'équipe soignante. Et il faut bien que le médiateur ait, a priori, l'estime et la confiance de ses collègues en toute confraternité. Troisième remarque, bien qu'aujourd'hui on parle de médiation spécifiquement, et sans être démagogique, mais simplement en me référant au code de déontologie médicale comme au code de la santé publique, je crois qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, les premiers médiateurs à l'hôpital sont les médecins et l'équipe médicale en charge du patient. Et nous privilégions la médiation à la source, dans l'équipe de soins, dans le service, auprès des patients. Parce que la relation patient-soignant est par définition une relation de confiance. Elle est par définition dépendante d'un dialogue. Les médecins et l'équipe soignante sont chargés déontologiquement de procurer au patient toute l'information nécessaire et préalable à son consentement à l'acte de soin. Et donc dès lors, il devrait y avoir un continuum finalement de dialogue, d'information, d'explication et de pédagogie entre le moment où on rentre à l'hôpital et finalement le moment où, après l'acte de soin, on va recevoir les informations et une prise en charge de l'équipe soignante consécutive aux soins. Et d'ailleurs, nous avons des recommandations de bonne pratique, notamment pour débrancher toute contestation ou toute réclamation. J'en livre une lecture accompagnée du dossier médical. Voilà, quand il y a des patients qui ne comprennent pas, contestent l'information, contestent la prise en charge, les différents événements subis ou occasionnés par une hospitalisation qui peut s'avérer longue. Voilà, ce sont des petites choses à la portée de l'équipe soignante, au-delà de leurs obligations déontologiques qui peuvent permettre justement d'assurer ce continuum de dialogue et de prise en charge. Alors j'en viens maintenant à la pratique à la PHP. En termes qualitatifs, sur les objets des réclamations, c'est avant tout la contestation du diagnostic médical, l'information du malade et de sa famille, les accidents médicaux, et les difficultés relationnelles avec les médecins ou le personnel soignant qui représentent les motifs les plus fréquents des médiations. Certains services sont les plus concernés, les urgences, on comprend peut-être instinctivement pourquoi, la chirurgie, la gériatrie. Quantitativement,
pour l'ensemble des sites de l'AP, on compte entre 130 et 180 médiations par an, selon les années. Il y a beaucoup plus de propositions de médiation. Certaines années, on est sur un rapport seulement de la moitié des médiations proposées qui sont acceptées par les patients. Mais disons que de médiation effectivement conduite, on est sur environ 130 à 180 médiations par an, contre 800 procédures précontentieuses, contentieuses, en tout cas de réclamations indemnitaires que nous recevons à la direction des affaires juridiques, donc indépendamment des 130 à 180 réclamations, médiations non indemnitaires, en tous les cas pas dans un premier temps reçues. Je tiens à dire que parmi ces 800 procédures indemnitaires, nous réglons à 80% ces procédures à l'amiable, soit de l'amiable à PHP pur, soit de l'amiable CCI. Voilà, donc on est sur un taux de contentieux extrêmement élevé, extrêmement restreint, pardon. Et vous avez là la gradation finalement entre la réclamation médiation, la réclamation indemnitaire amiable AP, la réclamation indemnitaire amiable CCI, et puis la réclamation contentieuse avec l'appel au juge, qui au final peut paraître nécessaire au regard des faits d'espèce, mais aussi au regard des velléités ou de la situation, la configuration d'espèce des patients. Alors, on m'a dit que c'était un ratio qui n'était pas si mauvais. Moi, il me semblait que le recours aux médiations, pure médiation, était particulièrement faible. En tous les cas, notre médiateur central s'en plaint. Nous estimons qu'elle est encore mal connue au sein de notre établissement public, que les patients sont parfois réticents, puisqu'ils ont l'impression, eux, ils veulent de l'expertise neutre, ils veulent un tiers extérieur, un sachant. Et donc, c'est toute cette dimension objective qu'on a parfois du mal à justifier lorsqu'on fait appel à nos médiateurs, notamment en local, avec une suspicion de partialité. Donc, dans cette configuration, nous avons organisé une sorte de gradation des réclamations selon leur objet, simple, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas le médical, la restauration, pour prendre un exemple assez topique. Réclamation sensible, dossier médical, information, consentement, et puis grave, là où dès lors qu'il y a un grave dysfonctionnement, un accident médical, etc. En fonction de cette gradation des réclamations, on va avoir un jeu d'acteurs en interne un peu différent. Le premier jeu d'acteurs, j'y reviens, c'est évidemment l'équipe médicale. Voilà, c'est eux qui sont en première ligne. Le second jeu d'acteurs, assez simple, c'est le médiateur en local. À la PHP, nous avons 39 sites, et donc chacun des sites à peu près est doté d'un médiateur local vis-à-vis des usagers. Troisième configuration un peu plus complexe, on se rend compte que la médiation locale n'aboutit pas, que le litige concerne plusieurs hôpitaux, qu'on est dans une configuration particulièrement sensible. Dans ces cas-là, le médiateur central, niveau AP, est saisi, sorte de second recours, avec toujours l'objectif de renouer le lien de confiance perdu ou interrompu. Ça nous permet d'externaliser, entre guillemets, relativement, puisque c'est une externalisation au sein de l'établissement, mais ça nous permet d'externaliser et d'essayer de tendre vers un peu plus d'objectivité, indépendamment finalement du site. Néanmoins, la question du médiateur central peut toujours être posée par les patients, qui réclameront l'expertise CCI ou l'expertise du juge. Néanmoins, ça permet de prendre un petit peu de distance avec la situation conflictuelle au niveau local. Et selon les configurations, une intervention sur mesure de la direction du siège, notamment de la direction des affaires juridiques, qui va permettre, dans certains cas, d'améliorer la reconnaissance de l'institution, de donner à voir de la reconnaissance de l'institution du rôle du médiateur central. Donc il m'est arrivé de recevoir formellement des patients
en toute fin de médiation, une fois que le rapport est délivré et établi, pour symboliquement reconnaître la faute, le cas échéant de l'établissement, reconnaître les excuses, voilà, éventuellement de la direction générale. Donc ça nous permet, voilà, d'avoir un jeu d'acteurs qu'on peut moduler en fonction des circonstances d'espèce et de la demande des patients. Et à cet égard, je crois que la frontière, quand j'ai lu ce petit guide, il m'est apparu, ils le disent à plusieurs reprises, que non, le médiateur médical n'a rien à voir avec la direction des affaires juridiques, le médiateur médical n'a rien à voir avec le contentieux. Dès lors que ça devient contentieux, on passe à la DAGE et finalement, voilà, on advienne ce qui pourra. Je crois au contraire, et vos propos, Monsieur le Président, en témoignent, que la frontière tend très nettement à s'estomper entre ce qui est de l'ordre de la réclamation non contentieuse ou non indemnitaire, je dirais, et les réclamations indemnitaires. Pourquoi ça tend à s'estomper? Puisque je crois que les pratiques sont tout à fait les mêmes, à savoir poser un regard objectif sur les faits d'espèce, sur le dysfonctionnement s'il existe, et surtout aider le patient à comprendre, en indemnitaire comme en non indemnitaire, ce qui s'est passé, pour l'aider et pour mieux pouvoir réparer ce qui doit l'être. Donc notre méthodologie, elle est assez basique. Vous avez dû évoquer ces méthodologies-là déjà ce matin. Bien entendu, le premier temps, c'est le temps de l'analyse, avec une écoute des patients qui est certes chronophage, et on voit bien qu'un certain nombre de sujets sont liés à l'absence de temps finalement disponible pour le patient. Donc je crois qu'il y a une compensation, certes imparfaite, mais le temps passé à l'écoute est un premier pas vers l'apaisement des litiges, avec, et ça c'est extrêmement important et essentiel, une association des équipes médicales soignantes. Donc le médiateur, ou nous, la DAGE, nous allons toujours être en lien avec les équipes soignantes, puisque nous sommes finalement un seul établissement, nous travaillons à la même prise en charge, à la même qualité de prise en charge, et il va être essentiel pour recueillir les informations, mais pouvoir les traiter, d'avoir aussi ce lien de confiance avec les personnes soignantes et l'équipe soignante mise en cause par le patient. Donc on est un peu sur une ligne de crête entre le patient et l'équipe soignante, mais néanmoins, voilà, c'est une ligne de crête nécessaire, je crois, à l'exercice. Donc le médiateur va rendre un rapport qui reprend la chronologie des faits. La chronologie des faits, ça va nous permettre, lorsqu'on reçoit le patient, de produire une base de consensus, puisqu'il est plus facile, comme point de départ, de se dire, voilà, il s'est passé ça, dans cet ordre-là, avec cette temporalité-là. Ça nous permet, en termes de méthodologie, d'arrimer le patient au rapport du médiateur. Puis, le médiateur peut identifier des dysfonctionnements éventuels, ce n'est pas toujours le cas, et également, le cas échéant, des axes d'amélioration et des mesures correctrices. Nous faisons après un rendez-vous avec le réclamant à un niveau plus ou moins informel, c'est ce que je vous disais, et éventuellement un retour d'expérience avec le service selon les cas. Alors la durée, le rythme des médiations en termes de nombre de rendez-vous est très dépendant du profil des demandeurs et de la cause des réclamations. Deux exemples très pratiques, je sais que le temps est compté. Nous étions face cette année au deuil d'un enfant décédé dans les services d'urgence d'un hôpital, d'une myocardie cardiaque fulgurante, donc absence de faute de l'établissement. Les deux parents étaient des agents de la PHP. Leur discours était très difficile à analyser en première intention, puisqu'ils mêlaient à la fois des reproches envers la PHP employeur, vous ne nous avez pas soutenus, personne n'était à l'enterrement de notre enfant, le directeur général ne nous a pas répondu, etc. Et en même temps, un discours envers le service, la prise en charge médicale de leur enfant. Ça a été une médiation extrêmement longue, chronophage, avec des rendez-vous en local, des rendez-vous avec le médiateur central, des rendez-vous à la DAGE où j'ai formellement présenté les excuses de l'établissement pour le fait
pour les souffrances morales, pardon, engendrées, puisqu'ils avaient eu un temps d'attente important aux urgences et que les douleurs de leur enfant n'avaient pas été traitées, tout en essayant de les amener à reconnaître qu'il n'y avait pas de faute, que c'est une cause exogène, la cause du décès a été exogène à la qualité de la prise en charge. Et je leur ai témoigné de l'écoute, de la bienveillance et de la compassion, entre guillemets, de la direction générale de l'établissement vis-à-vis de ces deux agents. Ils ont souhaité en fin de médiation, donc on voit que l'ordre des rendez-vous n'est pas toujours le même. Finalement, après tout ça, on avait vraiment détérioralisé, je vais mal le dire parce que ça n'existe pas, après avoir externalisé au site tout le processus de médiation, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement la médiation s'est close par un retour sur site, un rendez-vous avec les parents et l'équipe soignante pour qu'ils puissent exprimer tout l'angoisse, la frustration qu'ils ont eue, en plus finalement de la reconnaissance de l'établissement et d'une indemnisation, donc à due proportion du préjudice qui n'était finalement assez limité par rapport au décès et au deuil afférent au décès de leur enfant. Deuxième cas de médiation opérée par l'ADAGE et un médiateur central, c'était une dame qui finalement avait été mal orientée aux urgences, avait énormément souffert pour des douleurs pelviennes, une jeune femme, et elle ne voulait pas d'indemnisation, elle voulait simplement comprendre et contribuer à l'amélioration du service public. Donc, oui. Donc on a dû finalement lui expliquer quelles avaient été les mesures prises par la direction générale pour réorganiser le service des urgences de cet hôpital, pour prévenir finalement une mauvaise orientation parce qu'elle aurait dû être orientée vers le service gynécologique beaucoup plus rapidement. Et donc finalement la médiation s'est conclue par une absence de requête indemnitaire puisque nous avons collé au plus près de sa demande qui était finalement « Ok, j'ai souffert, je ne veux pas d'argent, mais faites en sorte que mon exemple, d'une part, ne se reproduise plus, mais surtout serve. » Voilà. Donc le retour aux équipes médicales était extrêmement essentiel pour cette patiente. Dernier propos, peut-être en termes de perspective et de marge de progression. Bon, très clairement, c'est facile à dire, plus difficile à faire. Je pense qu'on a beaucoup d'axes ou de marge de progrès à faire s'agissant de la médiation et les représentants des usagers, voilà, pour qu'ils nous accompagnent dans ces démarches-là. Des marges de progression sur le retour d'expérience et le lien avec la communauté médicale via leurs instances de représentation, communauté médicale d'établissement. C'est une question de crédibilité, d'acceptation de la médiation par les personnels soignants, leur montrer que voilà, ce recours est possible et sera fait en toute confraternité. Et enfin, dernière chose, c'est la frontière, je l'ai déjà évoqué, floue entre la médiation et la requête indemnitaire. Je crois que nous sommes face à une unification des pratiques de médiation, à une professionnalisation peut-être de la gestion des réclamations, quel que soit finalement leur débouché. Y a-t-il faute, pas faute? C'est de l'indemnisation, c'est simplement une lettre de reconnaissance, que sais-je encore? On est face à une unification des pratiques. Et d'ailleurs, pour l'établissement public qu'est la PHP, la DAGE en 2020 va intégrer toute la partie médiation de la direction des patients qui était jusqu'à là séparée, dans justement ce souci d'uniformisation des pratiques et de détecter le plus en amont possible les dossiers potentiellement sensibles et complexes. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour cette vision très complète à l'intérieur de la PHP. J'ai fait deux oublis, donc je veux les réparer. Madame Carroger, qui est directrice du CHU de Besançon, que nous avions contacté et qui, malheureusement, à cause des difficultés de transport, n'a pas pu se joindre à nous. Et puis, Maître Lantero est aussi universitaire, donc c'est à elle aussi que je vais tout de suite passer la parole, pour qu'elle nous fasse part de son expérience en termes de médiation. Est-ce que finalement, on peut vraiment médier en matière de responsabilité hospitalière? La question est brutale, mais vous allez pouvoir peut-être nous répondre avec votre expérience.
Merci, Monsieur le Président. Je vous parle de la position de l'avocate du centre hospitalier et de l'assureur. À partir du moment, si on sort un petit peu de l'hôpital, à partir du moment où le litige est déclaré. Avec un discours en demi-teinte, et puis le sursaut universitaire est là, un propos en deux parties, visant d'abord à constater que la responsabilité hospitalière est une matière qui est plutôt rétive à la médiation. A priori, plutôt rétive. Le a priori est important. Que néanmoins, elle est évidemment ouverte à la médiation et en effet, j'ai été confrontée en pratique à un cas, en tout cas un gros cas indemnitaire en médiation qui a plutôt réussi. Pourquoi c'est une matière a priori rétive? D'abord parce que, plus que toutes les autres matières de droit administratif, elle avait bénéficié précisément de dispositifs qui auraient pu la culturer plus que les autres et plus vite que les autres à la médiation. On a parlé des décrets de 81, de la médiation au sein de l'hôpital. En 2010, le Code de justice administrative prévoit que l'expert peut, si les parties y viennent elles-mêmes, concilier les parties. Je n'ai jamais vu ça. Je ne l'ai jamais rencontré alors que c'est un moment de conciliation et potentiellement de médiation. Les moments d'apaisement au moment de l'expertise, voire de catharsis au moment de l'expertise, sont extrêmement rares. Et là, il faut qu'on prenne notre part de responsabilité. Elles sont rares, le plus souvent, à cause des conseils. Des conseils des patients qui alimentent une colère, des conseils de l'établissement et de la défense qui s'arc-boute sur des directives indemnitaires et ne veut pas lâcher, mais on n'est pas là on n'a pas, nous, mission d'entrer en médiation, en discussion lors de l'expertise. Donc l'expert ne peut pas se saisir de cet office et éventuellement de conciliateur. Je ne l'ai jamais rencontré. Et pourtant, on avait déjà un outil pour s'acculturer à la discussion et à ces éléments de pacification. Où ça arrive que dans certaines expertises, les patients comprennent pour la première fois qu'il n'y a pas eu de faute. Et qu'en face, le praticien qui est mis en cause est là et dise « Je suis désolé pour vous, mais quand je dis que je suis désolé pour vous, ça n'est pas parce que je suis responsable et que j'ai fait une faute, c'est parce que je suis sincèrement, humainement désolé pour vous. » Ces moments-là sont rares. Et ils sont rares et ils n'empêchent pas le contentieux après. C'est-à-dire, on sort de l'expertise, on se dit « Oh, quel bon moment, tout le monde a compris, ça va mieux. » Et 2 mois après, on reçoit la requête contentieuse. Donc, premier élément qui me fait penser que la responsabilité hospitalière est une matière rétive à la médiation. Deuxième élément, le développement des commissions des usagers au sein des établissements qui ont un taux de réussite assez fort quand il s'agit en effet d'accompagner sur la lecture du dossier médical, d'accompagner sur l'information. Mais dès qu'on entre dans la faute, un peu moins. Alors, Charline Nicolas vient de ruiner un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Mais on n'a pas le réflexe médiation. Et je pense que les patients ne l'ont pas toujours. Troisième élément d'acculturation, c'est les commissions de conciliation et d'indemnisation, qui ont 2 missions. Alors, c'est les CCI, mais comme il y a des chambres de commerce et d'industrie aussi, ça n'a rien à voir. Les commissions de conciliation et d'indemnisation ont 2 missions. Celle qu'on connaît le plus, c'est l'indemnisation. Mais elles ont aussi une mission de conciliation. Et cette mission est totalement résiduelle. C'est quelque chose qui n'est pas appliqué, les gens n'y pensent pas. Et quand ils pensent à saisir la commission en conciliation, la plupart du temps, la commission renvoie à la commission des usagers de l'hôpital. Donc on revient en arrière. Donc c'est quelque chose qui n'est pas exploité et qui n'acculture pas à la médiation. Néanmoins, les missions d'indemnisation des CCI, des commissions de conciliation et d'indemnisation, ont ouvert des brèches dans les esprits, parce que les CCI ont un avis, d'abord rendent un avis, donc ça n'est pas un jugement. Elles rendent un avis qui est donc sur la forme moins tranchant que l'autorité du juge. Mais même dans le fond, il n'est pas rare que les commissions de conciliation et d'indemnisation aillent chercher un petit peu d'opportunité, un petit peu d'humanité pour donner un avis qui ne serait pas celui que donne le juge. Donc elles ouvrent une brèche sur une discussion. Cette brèche, elle peut être exploitée. Et l'assureur qui reçoit l'avis de la commission et qui doit se positionner d'un point de vue indemnitaire, d'un point de vue scientifique et le retour de ses médecins conseils, va dire on n'a pas fait de faute, on conteste cet avis, on a envie de le contester. Mais dans un souci de pacification,
et puis peut-être aussi dans un souci de tri du dossier. Hein. Tous les corps ont ces soucis-là, toutes les entreprises et les institutions. On va proposer une offre, alors même que la responsabilité, on n'est pas très certain de vouloir la reconnaître. Et on propose une offre. Cette offre n'est pas suivie. Elle n'est pas suivie pourquoi? Peut-être parce qu'elle est insuffisante, mais j'y reviendrai. Elle n'est pas suivie pourquoi? Peut-être aussi par un besoin dans cette matière-là, un besoin du recours au juge. On a besoin du juge. Le patient a besoin du juge, la victime a besoin du juge pour qu'il pointe une responsabilité, pour qu'il dise que l'hôpital a mal fait. C'est un besoin qui est en plus d'un besoin de réparation. Et puis la défense a également besoin parfois que le juge vienne trancher pour de vrai, en disant, voilà, il y a une part de faute, il y a une part d'aléa, les conséquences de la faute sur les préjudices sont calculées de telle manière. C'est un peu réfrigérant pour le patient, pour la défense c'est très confortable, et ensuite on rentre dans des calculs mathématiques un peu froids, mais très réconfortants. Donc, à l'issue de ces premiers propos, je vous dis, on a une matière qui est un petit peu rétive, avec quelquefois des brèches, à mon avis, ouvertes par le fonctionnement des commissions de conciliation et d'indemnisation. Je reviens donc à ma deuxième moment de mon propos, qui est que c'est une matière, la responsabilité hospitalière, évidemment ouverte à la médiation. Alors, en réalité, déjà, parce qu'en pratique, il y en a au sein des établissements, on vient de l'entendre. Il y a des pourparlers quand le litige est déclaré. Il y en a, même parfois avant des expertises. Les CCI ont permis de penser, ont permis aux assureurs de penser l'apaisement, de penser les vertus de l'apaisement et de la pacification après un avis CCI. Et j'en viens à mon expérience, une fois que la responsabilité n'est plus discutée, parce que je crois que c'est vraiment très difficile d'entrer en médiation pour discuter de la responsabilité sur une matière comme ça. Mais une fois que la responsabilité n'est plus discutée, soit qu'elle est totalement admise du côté de l'établissement, soit qu'elle a été tranchée par un tiers, de préférence un juge, entrer en médiation est tout à fait possible d'un point de vue indemnitaire. Et là, je pense qu'il faut qu'on s'habitue également, les avocats, les experts, les assureurs, les établissements. Il faut dépasser certaines réticences. Et les réticences peuvent surprendre. Par exemple, dans la médiation que j'ai eu à connaître, grosse médiation indemnitaire d'un gros contentieux avec un gros accident obstétrical, et l'enfant était devenu majeur, donc son état de santé était consolidé. Vous imaginez, avec un déficit fonctionnel permanent approchant des 100%. Vous imaginez les sommes en jeu. Réticence des patients, de la patiente et de ses parents sur la personne du médiateur, qui était un médecin qui avait été désigné. Ils n'ont pas supporté que ce soit un médecin précisément qui ait été désigné. Ils en avaient vu tellement au cours des soins de leur enfant, tellement aux soins des expertises, tellement au sein des réunions CCI, dans les discussions devant le juge, ils ne voulaient plus voir de médecin. Donc eux l'ont très mal vécu. Alors il faut penser à la personne du médiateur. Première réticence. Deuxième énorme réticence, et là c'est moi l'avocat, si je suis là, qui endosse cette réticence, la présence de l'assureur. La présence de l'assureur à la médiation. L'assureur est là, le centre hospitalier n'est pas là. Et si vous voulez, pour schématiser dans certains dossiers la vision du patient, dans un litige hospitalier, il y a le bon, la brute et le truand. Le bon, c'est le patient, la brute, c'est l'hôpital qui a fait la faute. Et le truand, évidemment, c'est l'assureur. Et voilà que le truand arrive en médiation. Il faut surmonter, il y a une espèce de colère qui est là, c'est le mauvais objet, l'assureur. On ne veut pas lui parler. Depuis des années, il nous paye mal, en retard, il ne fait pas les provisions, on ne l'aime pas, on ne veut pas lui parler. C'est encore pire que l'établissement de santé à qui le temps est passé, on est passé à autre chose. Mais l'assureur, c'est notre ennemi. Eh bien, il se trouve que l'assureur arrive en médiation et que le truand n'est pas aussi truand que ça. Et j'en ai été la première, pas surprise, ce sont mes clients, pas surprise, mais un petit peu soufflée néanmoins par la marge de manœuvre, de négociation qu'a l'assureur dans le confort d'une médiation. Marge de manœuvre que je n'ai pas du tout quand moi je suis devant le juge et que je défends un établissement de santé public. Et la discussion sur l'indemnisation a été d'une souplesse folle que je n'attendais absolument pas, alors que des postes de préjudice, il y en avait sur des pages et des pages qu'il fallait rentrer dans les détails. Et ça s'est réglé extrêmement bien.
On pourrait penser que l'avocat est dépossédé du travail à ce moment-là, pas vraiment. En réalité, ça n'est plus tout à fait le même travail, qui peut être tout aussi fastidieux, hein, remplir des écritures contentieuses selon les nomenclatures et les postes de préjudice qui sont fixés. C'est assez fastidieux. Là, il faut aller plus vite. On appelle, on s'appelle, on discute, on appelle le tiers payeur pour savoir s'il veut se positionner sur la médiation tant qu'on y est, etc., etc. Et ça a été réglé, et c'était un dossier à plusieurs millions d'euros, qui a été réglé très rapidement. Dans la paix, et je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Donc, cette souplesse et cette marge de manœuvre, il ne faut pas la sous-estimer. Et ça pourrait, alors là je vais vite, donc je vais plus loin, ça pourrait être là où la médiation pourrait souffrir, être victime de son succès. Une fois que l'assureur est acculturé à cette discussion, une fois que les avocats sont acculturés à cette discussion, qu'ils savent que l'assureur n'est pas un truand, et qu'on peut discuter avec lui, peut-être qu'on va court-circuiter la médiation administrative et discuter entre nous bien avant de demander au juge de nous aider à le faire. Voilà, j'en termine. Merci. Merci à vous deux. Je voudrais juste un peu compléter dans ce cas précis, parce que ce qui était intéressant pour le juge de décider l'entrée en médiation et de maintenir le médiateur que j'avais désigné, c'est que je pensais que ça évitait aux parents de revenir à un procès pour revivre un peu ce qui s'était passé 18 ans plus tôt, hein, puisque l'affaire avait été jugée, la faute avait été reconnue, et là c'était l'affaire de fixer le quantum pour toute la vie de cette personne et de ses parents. Donc du coup c'était un peu difficile pour eux d'être en face d'un médecin médiateur, mais enfin vous voyez qu'en réalité ensuite dans le cadre de la médiation, l'affaire a été rondement menée, si je puis dire, maître, et c'est un très bel exemple de médiation réussie. Voilà David, on a pris un petit peu de retard, excuse-nous, mais je pense que le sujet en valait la peine.